Et voilà, ça enregistre. Eh bien, un tout grand merci Christophe, de m'avoir rejoint aujourd'hui pour ce lockdown calling. Merci à toi Ouais, mmh, de m'avoir invité et puis ouais, d'organiser ces lockdown calling. C'est vraiment une très belle initiative. ouais. Voilà, c'est gentil. Et donc Christophe, ça m'intéressait de pouvoir discuter avec toi parce que tu es, donc le fondateur de Cumuleo. Donc, tu es Christophe Van Gelu, le fondateur de Cumuleo. Et je vais te laisser présenter ça, vraiment en détail. En 2 mots, évidemment, Cumuleo, présente les mandats de nos différents mandataires politiques, les mandats privés et publics, mais je vais te laisser expliquer ça beaucoup mieux. Je voulais d'abord te demander comment tu vivais ou comment tu avais vécu ce confinement à titre personnel ou professionnel? Au niveau du confinement, je veux dire, je ne suis pas le plus impacté parce que Mmh. dans mon activité professionnelle, je suis indépendant, je travaille depuis chez moi. Mmh mh. Donc, quelque part, ça n'a pas énormément Mmh. changé mon mode de vie. Je vivais d'ailleurs avant à Bruxelles, ça fait 1 an maintenant que je vis au milieu des bois dans le sud de la province de Namur. Mmh. Donc, je ne regrette pas du tout ce choix parce que clairement, je pense que c'est plus facile d'être confiné au milieu de la nature que dans une ville, dans un petit appartement en ville. J'ai Mmh. vraiment une pensée pour les personnes Mmh. qui vivent au centre des villes et surtout quand on est en famille, ça peut vraiment être très compliqué. Mmh. Donc voilà, moi je suis franchement pas le plus impacté par ça, donc Mmh. je laisse surtout aux autres qui Mmh. vivent parfois des situations difficiles. Mmh. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux présenter un petit peu Cumuleo pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ce que vous faites? Enfin, ou ce que tu fais? Mmh. Le profil Cumuléo, en fait, c'est un projet que j'ai lancé il y a maintenant plus de 10 ans et Mmh mh. donc c'est à au départ, c'est un site internet sur lequel Mmh. on va retrouver l'ensemble des mandats, fonctions et professions de tous nos responsables politiques et des hauts fonctionnaires aussi. Mmh. Ça découle d'une obligation légale de déclaration de ces mandats la loi date de 1995, elle a été appliquée pour la première fois en 2005. Mmh. Il a fallu 10 ans pour la mettre en application. Et donc, en fait, il y a une obligation de déclaration donc des mandataires et des hauts fonctionnaires. Et Mmh. l'objectif de cette transparence voulue par le législateur sur ces mandats, c'est la lutte contre les conflits d'intérêts. C'est Mmh. vraiment dire qu'il faut mettre sur la place publique l'ensemble des activités, donc bien publiques et privées exercées en Belgique ou à l'étranger. Les mandataires doivent vraiment Mmh. déclarer le spectre complet de leurs activités et en fait, dans l'objectif que chacun puisse avoir accès à ces informations et puisse, le cas échéant, relever qu'il y a une situation de mandat politique et une activité éventuellement qu'elle aurait dans le privé. Mmh. Et donc, en fait, ces informations, elles sont publiées au Moniteur belge. Et moi, en fait, en 2005, j'ai accédé pour la première fois à ces déclarations. C'était la première fois qu'elles étaient publiées. Mmh. Mais seulement, j'ai eu vraiment difficile à les trouver au Moniteur. C'était la première fois probablement que j'allais sur le site du Moniteur parce que je pense que la plupart des citoyens Mmh. n'y vont pas souvent. Il est devenu d'ailleurs très à la mode, le site du Moniteur, parce qu'il est très vintage, hein, donc c'est C'est le moins qu'on puisse dire, oui. vintage dans son esthétique, vintage dans ses possibilités de recherche. Donc si on va Mmh. sur le site, on tape cumul de mandats ou des choses comme ça, on va jamais tomber sur les déclarations de mandats. Donc c'est un peu compliqué à trouver, alors que l'objectif, c'est la transparence envers le Mmh. citoyen. Donc il y avait là une sorte d'incongruité de dire on met en place tout un système de déclaration pour que le citoyen puisse y avoir facilement accès, et puis Mmh. on le met sur un site qui permet pas vraiment cet accès facile. Et même si on trouve, ben, c'est une liste, un fichier PDF avec Mmh. plus de 1000 pages Mmh. qui liste chaque fois le nom des personnes et leur mandat. Donc, étant donné que mon activité, je suis indépendant dans le domaine du web, ben, je Mmh. me disais, mais il y a vraiment quelque chose qui manque. Il manque le bout de la chaîne, en fait, Mmh. quelque part. Le législateur a fait tout le boulot pour que ces déclarations soient disponibles, et puis après, il manque l'aspect visibilité. Et donc, c'est là que je me suis dit, ben, ça vaudrait quand même la peine de mettre ça sur un site web qui va être référencé dans les moteurs de recherche, où on va trouver ces informations, par exemple en tapant le nom d'un mandataire, alors qu'on ne sait même pas qu'il existe des déclarations de mandat. Donc Mmh. voilà, donc ça c'est un peu l'émergence du site. Et donc sur le site, on trouve en fait, c'est principalement ces déclarations de mandat. Maintenant, c'est presque une base de données de 1 million de mandats, donc c'est quand même pas Waouh. Mmh. négligeable. Et à côté de ça, le projet de Cumuleo, évidemment, en 10 ans, il a aussi évolué Mmh. et
il évolue de plus en plus vers tout ce qui est transparence. Donc, Mmh. transparence de la gestion publique et de la gestion politique. Mmh. Et ça, c'est vraiment le cœur d'activité de Cumulio. C'est là que je passe le plus de Mmh. mon temps. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des obligations de Mmh. transparence, mais quand on s'y confronte dans la réalité, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus compliqué Mmh. et on reste encore un pays avec une vraie problématique par rapport à la transparence publique, mais on y reviendra certainement. Oui, et est-ce que dans les autres pays, il y a quelque chose de similaire aussi? Est-ce qu'on peut comparer? Est-ce qu'au niveau de est-ce que la Belgique par rapport aux autres pays est, plus dans la transparence ou moins? Est-ce qu'on sait comparer ou est-ce que c'est impossible? Alors, il y a des comparaisons qu'on peut faire. Ce Mmh. système vraiment de déclaration de mandat, je crois Mmh. que ça existe dans, je ne sais, une trentaine, peut-être même 50 pays dans le Mmh. monde. Alors, avec des niveaux d'accès différents, parce qu'il y a des pays où c'est uniquement accessible, par exemple, aux députés, c'est pas accessible à la population. Donc, il y Mmh. a, il y a différentes choses. Mais honnêtement, franchement, c'est quand même un système qui est chouette, Mmh. qu'on ait ça en Belgique. Ça date de 1995, hein, je le Mmh. disais, la loi. 1995, c'est aussi 94, je pense, c'est l'article 32 de la Constitution qui impose en fait la transparence, l'accès aux documents administratifs. Donc, je Mmh. crois que dans les années 90, il y avait quelque chose Mmh. de vraiment sympa qui se passait. Mmh. Et, donc, voilà. Donc, après, si on compare avec d'autres pays, par exemple, la France n'a pas tout à fait ce système de déclaration Mmh. de mandat. Beaucoup de Français me demandent de Mmh. lancer un cabinet aux Français. Mmh. Bon, j'ai fait pas mal de boulot avec la Belgique, donc je ne sais pas si j'aurai la Mmh. possibilité. Mais par exemple, en France, ils ont des déclarations d'intérêt et des Mmh. déclarations de patrimoine. Mmh. On a aussi ce système de déclaration de patrimoine en Belgique, mais elle reste sous enveloppe scellée, confiée à la Cour des comptes, et seul un magistrat peut y Mmh. avoir accès. Alors qu'en France, c'est accessible à la population, parfois en ligne et parfois Mmh. dans les mairies en fonction du niveau d'accès, Mmh. niveau de responsabilité politique. Voilà, donc en fait, Mmh. il y a du bon à certains endroits, du moins Mmh. bon, et ainsi de Ouais. suite. Alors, si on veut vraiment comparer, je pense qu'il faut aller regarder vers ce qui se passe au nord de l'Europe. Et là, Mmh. on a vraiment les modèles de ce que je trouve vers où on devrait aller. Donc, c'est les Mmh. pays scandinaves. Et par exemple, ce que nous, je disais, l'article 32 de la Constitution qu'on a depuis 1994 sur l'accès aux documents administratifs, Mmh. en fait, eux, ils ont ça depuis 200 ans dans leur Ouais. Constitution. Mmh. Donc, ils ont une toute autre expérience et c'est dans leur ADN Mmh. de vraiment de fonctionner dans cette transparence. Et Mmh. en fait, pourquoi la transparence? La transparence, c'est pas une finalité, Mmh. évidemment, c'est pas la transparence pour la Ouais. transparence. Pour moi, c'est vraiment la transparence principalement pour la confiance. Mmh. Parce que le premier capital politique, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas moyen de prendre des décisions Mmh. politiques fortes Mmh. pour faire évoluer nos sociétés, pour faire face aux enjeux Mmh. multiples et variés Mmh. auxquels nous sommes confrontés, hein, les enjeux Ouais. climatiques, les Mmh. enjeux économiques, les enjeux d'optimisation d'évasion fiscale. Tout ça va nécessiter des réflexions que je Mmh mh. pense assez profondes et des changements assez profonds. Et comment faire ces changements s'il n'y a pas de confiance entre les citoyens et la Mmh. décision publique? Mmh. La confiance passe par la confiance, évidemment, dans les Ouais. responsables politiques. Et pour moi, c'est clair, pas de confiance sans transparence. Mmh. C'est vraiment un aspect fondamental. Tout à fait, c'est très, très intéressant et peut-être je reviendrai après sur la confiance, mais je crois comprendre aussi dans ce que tu dis, quand tu dis que ça prend beaucoup de temps, que ce n'est pas encore quelque chose d'acquis tout à fait cette transparence. C'est encore quand même je ne sais pas si on peut dire un combat, mais je veux dire, il faut encore aller la chercher, quoi. Est-ce que tu as des exemples un peu concrets comme ça d'enjeux ou je sais pas, de cas concrets où, Cumuleo a dû faire vraiment des démarches pour avoir la transparence, voulue? Alors, je ne sais pas si on a 10 heures devant nous, mais je vais me limiter à quelques cas, D'accord, mais oui. c'est mon quotidien. Vraiment, Mmh, je vais ouais. te donner un ou deux cas, mais c'est pas des situations exceptionnelles, c'est vraiment Mmh. le quotidien de la lutte pour la transparence. Mmh. Par exemple, il y a un cas de pulvérisation de glyphosate sur lequel j'ai travaillé. Donc, c'était une Mmh. pulvérisation illégale sur un terrain qui appartenait à une commune Mmh. wallonne. Mmh. Donc, je travaillais là en collaboration avec un collectif de riverains qui s'était Mmh. créé.
Et donc, par exemple, donc on a fait des demandes d'accès à des documents administratifs à l'autorité. Et dans ces documents qu'on demandait, il y avait les échanges de mails que Mmh. l'autorité communale a eu avec, avec le service public wallon, avec le centre antipoison et avec une ASBL qui est la ASBL Adalia, qui Mmh. travaille sur toutes ces questions enfin, qui aide les communes Mmh. à atteindre le zéro phyto. Mmh. Donc, on a demandé ça. L'autorité avait 30 jours pour transmettre ces documents. Ils n'ont tout simplement pas répondu à Mmh. cette demande. Donc, l'étape suivante, quand on est confronté à une infraction Mmh. de refus de transparence, ben, c'est de saisir les commissions d'accès aux documents Mmh. administratifs. Ici, c'était une matière environnementale, donc en Wallonie, on appelle cette commission la CRAE. Mmh. Et donc là, cette commission remet une décision. Donc elle décide à la place de l'autorité qui est défaillante, elle décide si l'autorité doit transmettre les documents ou si elle ne doit pas les transmettre. Donc Mmh. on a eu, évidemment, la commission nous a donné droit et a exigé de l'autorité qu'elle transmette les documents. Donc ces échanges de mails, la commune nous a transmis 5 mails qu'elle a échangés avec les 3 organismes que j'ai cités. Mmh. Entre-temps, comme évidemment les mois passent, ben, Mmh. on avait fait le nécessaire pour se procurer en tout cas une partie des mails via les 3 autres Mmh. autorités. Et donc on a pu dire à la commune, vous nous avez transmis 5 mails, c'est tout à fait incomplet, il y a Mmh. encore au moins 15 mails, au Mmh. final il y en avait au moins une vingtaine qu'elle n'avait Ouais. pas transmis. Mmh. Donc on leur a dit, vous n'appliquez pas la décision de la commission de recours. Ils ont complété en rajoutant 3 mails. On leur Mmh. a répété, ce n'est pas complet. Vous avez une obligation de Mmh. transmettre l'ensemble des échanges de mails. Mmh. Ils se sont obstinés dans leur attitude en disant qu'ils avaient donné tout, qu'ils avaient donné tout ce qui était pertinent. Enfin, ça a Mmh. été de mensonge en mensonge. On a saisi le ministre des pouvoirs locaux. Mmh. Et là, pour saisir le ministre, on lui a donné 15 mails supplémentaires qu'on n'avait pas reçus Mmh. pour vraiment lui montrer sur pièce qu'il y avait une défaillance de Mmh. l'autorité communale. Il nous a répondu en disant que c'est quand même de l'ordre judiciaire parce que l'infraction, en fait, c'est un délit qui est Mmh. commis par la commune. Donc, quelque part, il ne pouvait pas directement intervenir, mais il a quand même fait ce qu'il fallait pour moi. Il a envoyé un courrier à la ville en l'enjoignant de répondre, Mmh. d'appliquer la décision de la commission de recours. Mmh. Et donc, donc, on avait transmis, nous, au ministre, 15 mails qu'on n'avait pas reçus de la ville, Mmh. mais comme c'était plus facile, c'était un fichier trop lourd, on l'avait mis sur le site Cumuléo avec simplement un lien pour aller le récupérer, Mmh. ce que le ministre a fait. Et donc, le ministre, dans sa demande à la ville, il a transmis ce lien vers Cumuléo. Et c'est là que Mmh. c'est marrant, parce que, en fait, donc, la ville est allée chercher ce fichier sur Cumuléo, elle Mmh. l'a imprimé, elle a masqué tout le nom des agents, le numéro de téléphone des agents, les emails des agents, et elle nous l'a renvoyé par recommandé. Donc, un fichier qu'elle savait avoir été cherché Ouais. sur le site de Cumuléo. Mais en fait, nous, on avait tout donné au ministre. Mmh. On n'est pas né de la dernière pluie, Mmh. donc on avait gardé quelques emails Mmh. dans la poche. Et en Mmh. fait, du coup, de nouveau, la ville était de nouveau en Mmh. situation d'infraction puisqu'elle n'a pas fait la Mmh. recherche des échanges des mails qu'elle a eus, Ouais. elle a simplement renvoyé le fichier qu'on avait donné au Mmh. ministre. Donc voilà, ça montre, en fait, on part d'un dossier de Ouais. pulvérisation illégale de glyphosate. En fait, normalement, on doit obtenir les documents sous 30 jours, et ça, c'est Mmh. un dossier qui a pris 9 mois. Tchou. Et je Waouh. pense que c'est une stratégie aussi de la part des autorités publiques, c'est jouer la montre, parce Mmh. que c'est clair qu'après 9 mois, les gens ont un petit peu oublié. Et Mmh. donc, voilà, c'est Ouais. vraiment. Donc, et ça, c'est classique. C'est OK. vraiment des cas classiques. Mmh. J'ai déjà eu des autorités qui me mettent un avocat dans les pattes parce qu'ils se plaignent de harcèlement administratif, alors qu'on fait juste utilisation d'un droit en faisant Mmh. quelques demandes sur 2 ans, mais 6-7 demandes sur 2 ans. Donc, Mmh. voilà, ça reste. On a une bonne loi, une bonne Mmh. législation sur l'accès aux documents Mmh. administratifs, sur la transparence, Ouais. mais l'application, elle est vraiment à un très, très mauvais niveau. OK. Et est-ce que tu as l'impression, en 10 ans, que ça a évolué un petit peu quand même? Est-ce que les partis, enfin donc les gens en place, les mandataires quoi, sont un peu plus enclins à être transparents? Alors, ça a évolué aussi parce qu'on a fait beaucoup de lobbying avec mes collègues de Transparency. Par exemple, juste avant les précédentes élections, on a vraiment poussé pour qu'il y ait une amélioration du système législatif sur Mmh. l'accès à ces documents, à cette Mmh. transparence. Donc, ça, c'est un point positif.
c'est pas encore suffisant Mmh. parce que l'application n'est pas encore à la hauteur. Mmh. Mais pour moi, la plus grande évolution, et ça, elle est vraiment manifeste, c'est au niveau des gens. Mmh. Au départ, quand j'ai créé Cumulio, les gens me disaient, mais enfin, pourquoi cette transparence? C'est quelque Mmh. chose qui n'était pas vraiment dans l'ADN Mmh. même des citoyens. Après, il y a eu, par exemple, aussi le SAMU social, Publifin et tout ça. Donc là, c'était plus la transparence des Mmh. rémunérations. Moi, j'avais commencé à travailler sur cette question 6 mois avant Mmh. pour justement compléter les déclarations de mandat avec le montant des rémunérations. Et ce genre d'affaires, SAMU social, Publifin et tout ça, ben, ça change la mentalité des gens. Et là, ils comprennent que c'est nécessaire d'avoir Mmh. cette transparence, Mmh. parce que s'il y a pas de transparence, il n'y a rien à faire. Il y a toujours Mmh. des dérives du système public. C'est naturel. Donc, pour moi, la plus grosse évolution, c'est vraiment dans la mentalité du Ouais. citoyen et la compréhension de l'importance de la transparence. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus beaucoup de gens qui remettent en question la Mmh. nécessité de la transparence, quoi. Oui. Ça arrive encore au niveau politique. J'ai eu une réunion avec Mmh. un parti la semaine passée et il y avait encore une réticence par rapport Mmh. à cette transparence. Je trouve ça complètement obsolète et je pense qu'au Mmh. niveau des citoyens, il y a une compréhension vraiment de cette Ouais. nécessité absolue. Mmh. Ouais. Est-ce qu'au-delà de la question de la transparence sur les mandats, il y a aussi une question sur le cumul en tant que tel? Donc pas simplement les conflits d'intérêts qui pourraient y avoir et qui seraient, cachés, mais est-ce qu'il y a aussi, une réflexion sur, est-ce que je pense avoir lu que, les mandataires ont en moyenne entre 6 et 7 mandats, je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a aussi une réflexion là-dessus, sur l'intérêt même d'avoir des gens qui cumulent comme ça plusieurs mandats? Oui, alors, c'est une matière qui est difficile d'aborder dans sa globalité parce qu'un mandat n'est pas l'autre. Mmh. Dans Cumulio, comme on l'a dit au début, il y a tous les mandats, fonctions et professions publiques, privées exercés en Mmh. Belgique ou à l'étranger. Donc, par exemple, si un bourgmestre est président du club de foot local, voilà, Mmh. c'est considéré comme deux activités. Est-ce que c'est problématique? Je ne sais pas. Ça peut l'être. Par exemple, si la commune n'octroie de subsides Mmh. que à ce club de foot et que tous les autres sports sont exclus, ben, Mmh. on pourrait dire que là, il y a une problématique. Donc, pour moi, le plus important déjà, c'est d'avoir cette transparence, que les gens Mmh. puissent voir qu'il est président du club de foot et puis Mmh. si eux ont un club de basket, se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, on Mmh. n'arrive jamais à avoir des subsides et des moyens communaux et ce club il l'obtient. Donc ça, c'est Mmh. vraiment la transparence par rapport à ça. Mmh. Après, je ne sais pas s'il faut légiférer sur tous ces aspects-là parce qu'on rentre dans des situations qui sont Mmh. très spécifiques à chaque mandataire. Mais il y a des aspects cumul pour lesquels moi je suis vraiment très opposé. Et le Mmh. principal, c'est le cumul des fonctions de député avec des fonctions exécutives locales, c'est-à-dire Mmh. bourgmestre, président de CPS ou échevin. Mmh. Pour des raisons, elles sont multiples, hein, mais ce sont par exemple des pouvoirs différents. Le Parlement, c'est un pouvoir législatif. Mmh. Au niveau des communes, c'est un pouvoir exécutif. Mmh. Et ça crée une problématique de double casquette parce Mmh. qu'un député qui est à la fois bourgmestre, quand il est député, il a une fonction de contrôle sur le gouvernement et Mmh. elle est vraiment essentielle. Et quand il est bourgmestre, il est sous la tutelle du même gouvernement. Mmh. C'est pas normal d'être tantôt en situation de contrôler quelqu'un qui est lui-même en situation de vous contrôler Ouais. lorsque vous avez votre autre casquette locale. Mmh. Donc ça, c'est vraiment, et il y a plusieurs autres raisons qu'on pourrait développer, mais enfin, je Mmh. pense que c'est un débat qui est quand même, qui a été fort présent sur la place publique. Mmh. Et il y a des évolutions en Wallonie, par exemple, au Parlement, il n'y a plus que 25% des députés qui peuvent cumuler avec une fonction exécutive locale. C'est le résultat d'un compromis, hein, donc ce n'est pas Mmh. une bonne solution, il faudrait aller vers une Mmh. solution plus claire. Mmh. Et il y a aussi au niveau du Parlement germanophone, là, il y a une interdiction stricte de cumuler les fonctions de député et de bourgmestre. Mmh. On peut encore toujours être échevin président de CPS, mais donc il y a un débat là-dessus, ça Mmh. avance beaucoup trop lentement, évidemment, selon Mmh. moi, mais bon, il y a une évolution lente et progressive vers un décumul.
Après, il y a aussi une question de chiffres. Quand vous allez Mmh. sur Cumuleo, il y a un classement Mmh mh. par rapport au nombre de mandats, fonctions, professions Mmh. cumulées. Quand vous voyez que vous arrivez à quelqu'un qui a 50, 60, ça devient beaucoup. Le Ouais. maximum est 120. C'est quelqu'un qui connaît la Banque nationale et qui était administrateur dans 120 sociétés. Quel est le sens de ça? Pour moi, il y en a aucun. Ouais, tout à fait. Mmh. Ouais, donc au cumul, il y a plusieurs composantes. C'est une matière qui est voilà, difficile. Il ne Ouais. faut pas d'ailleurs trop aborder de manière globale. Mmh. Il faut vraiment voir un peu plus au cas par cas, les Ouais. situations spécifiques. Je comprends. Et alors peut-être une question un peu plus précise sur la situation actuelle. On a été ici, on a vécu, on vit encore cette crise avec, un gouvernement qui est finalement un gouvernement un peu de transition provisoire, mais qui doit prendre des décisions extrêmement importantes et très rapidement. Il y a, le rôle des experts aussi qu'on n'a jamais, connu à ce point-là. J'imagine qu'il y a pas mal de questions aussi par rapport à la transparence, du coup, par rapport à tout ce qui se passe maintenant. Oui, clairement. Pour moi, il y a deux sujets. Il y a la transparence et la confiance, hein, qui sont Mmh. tout à Ouais. fait Mmh. liés. Par rapport à la transparence, je peux vous dire que moi, j'ai fait un certain nombre de demandes à des ministres et pour Mmh. le moment, ils sont encore dans les légaux, mais il y a clairement quand même au moins une difficulté par rapport à jouer ce jeu Mmh. de la transparence. Il y a aussi la notion de confiance. Mmh. Bon, c'est difficile, je n'ai pas de sondage global de Mmh. la population, mais si je tiens compte des avis que je relaye, enfin que je reçois un peu autour de Mmh. moi et par rapport à mon entourage, il y a Mmh. relativement peu de confiance dans les décisions qui ont été prises par le gouvernement. Mmh. Donc, pour moi, encore une fois, cette transparence, elle est indispensable pour atteindre la confiance. Et cette confiance est indispensable pour mener une action politique qui est acceptée par la majorité. Mmh. Donc, voilà, ça pose beaucoup de questions. Je pense qu'il y aura un après et il y aura une analyse qui sera faite. Si pas par le politique, ben, j'espère qu'elle sera faite par la société civile. Mmh. Il y a beaucoup de questions sur des décisions qui ont été prises. Ça va nécessiter, et ça sera un bel exercice, est-ce Mmh. qu'on va faire la transparence complète sur les décisions Mmh. prises ou pas? Est-ce qu'on Ouais. essaiera d'un peu noyer le poisson? Mmh. Moi, j'ai regardé les arrêtés, par exemple, qui ont été pris Mmh. de confinement et tout ça, et j'ai Mmh. posé un certain nombre de questions parce qu'on fait référence à des documents dans Mmh. ces arrêtés, mais c'est un peu intéressant, je pense, d'y avoir accès Mmh. et de les analyser plus en détail. Oui, tu veux dire, par exemple, peut-être des discussions du groupe d'experts, c'est ça? D'avoir, un peu plus de visibilité là-dessus, par exemple? Oui, ça, euh, qui sont ces experts. Dans ces Mmh. experts, il y a des personnes qui ont une activité professionnelle, Mmh. qui pourraient être impactées positivement par certaines décisions du gouvernement. Donc, il y a un risque de conflit d'intérêts qu'on ne peut pas du tout négliger. La question aussi des experts. Hein, Mmh. j'ai fait une intervention à la demande d'un parti qui fait une réflexion plus profonde. Il y Mmh. avait quelqu'un qui présentait une étude qu'ils avaient faite Mmh. sur la confiance qu'on accorde à des gouvernements politiques, à des Mmh. gouvernements citoyens Mmh. ou à des gouvernements plus justement d'experts. Mmh. Et les gouvernements des experts n'étaient pas en trop mauvaise position. Mmh. Je pense que ça aurait été intéressant de refaire une étude maintenant parce qu'on a quelque part été pour la première fois confronté à vraiment cette prédominance des Ouais. experts. On voit bien le politique, quelque part, je pense aussi pour se couvrir, Mmh. n'arrête pas de dire mais c'est pas nous qui décidons ou prenons la décision ou c'est sur Mmh. base des avis des experts et c'est une manière un peu de se Mmh. retrancher aussi derrière ça. Mmh. Donc ça pose des questions. Il y a eu en Italie hein, des gouvernements qui étaient plus technocratiques Ouais. et des choses comme ça. C'est un modèle Mmh. de gouvernance aussi. Je crois il faut faire encore plus attention à la notion de conflit d'intérêts parce qu'elle Mmh. peut avoir des impacts directs. Hein. C'est un peu Ouais, ouais. comme dans les cabinets ministériels. Hein. On pourrait Mmh. retrouver ce groupe d'experts, ça pourrait être un peu considéré comme, d'une certaine Mmh. manière, un cabinet ministériel. Et Ouais. là aussi, j'ai beaucoup travaillé avec Transparencia, avec le VIF et tout ça sur la question de la transparence dans les cabinets parce que ce sont des lieux où le conflit d'intérêts est risqué,
Mmh. puisque le rôle des experts ou le rôle des conseillers des cabinets, c'est justement d'influencer directement les décisions du gouvernement. Donc, il faut Mmh. qu'ils Ouais. le fassent dans l'intérêt de la société et pas en défendant des intérêts particuliers. Mmh. Donc, ce sont des lieux dangereux au niveau du conflit d'intérêts. Oui. Tout à fait et bah, justement, tu parlais un peu de vers quoi on pourrait aller. Quel serait pour toi le monde d'après, idéal en termes de démocratie? Est-ce que du coup, tu es juste sur la question du cumul et de la transparence et donc aussi la question de la confiance? Ou est-ce que tu as des idées plus larges aussi? Ou est-ce que cette question-là s'intègre avec d'autres éléments qui composent la démocratie et pour lesquels je vais pas dire tu militerais, mais tu serais en faveur, quoi? Oui. Mais je pense qu'il y a une nécessité de changement parce que, encore Mmh. une fois, quand on se confronte un peu Mmh. au Mmh. système politique, Mmh. administratif, mais on voit aussi les limites de ce Mmh. système. Mmh. Et donc, je pense qu'il y a des changements à faire au niveau pratico-pratique, hein, ça c'est très clair. Souvent, moi, ce que je dis, c'est l'effectivité des règles. Mmh. On voit bien en matière de transparence, comme je l'ai dit, il y a des difficultés de respecter cette obligation de transparence. Mmh. C'est pas anodin parce que c'est un délit, en fait, une Mmh. autorité publique qui ne respecte pas la transparence, puisque comme je l'ai dit, cette transparence, elle est inscrite dans la Constitution. Mmh. Et pour un fonctionnaire ou pour une autorité constituée, ne pas respecter une obligation constitutionnelle plutôt, c'est en fait sanctionné par l'article 151 du Code pénal. C'est 15 jours Mmh. à un an de prison. Mmh. Donc, c'est pas anodin. Donc, Mmh. l'effectivité de l'application des règles permettrait déjà d'avancer grandement dans la Mmh. situation. Et puis après, je pense qu'il faut aussi avoir une réflexion plus profonde, plus poussée sur le système dans lequel on est, Mmh. qui est un système hérité du passé, qui correspond probablement plus dans certains aspects à nos sociétés actuelles. Et moi, il y a une chose qui me pose de plus en plus de problèmes, parce que quand je me confronte à ces problèmes de transparence, je me confronte à ça aussi. C'est un peu ce que j'appellerais cette chimère démocratique dans laquelle on vit. Mmh. Et en fait, c'est principalement au niveau des parlements, au niveau des conseils communaux. En fait, dans les deux cas, si on analyse la situation, le Parlement, il contrôle le gouvernement, le conseil communal, il contrôle le collège. Mmh. Mais dans ces deux situations-là, l'organe qui est contrôlé, donc le gouvernement ou le collège communal, il a une majorité politique au sein de l'organe de contrôle. Mmh. Le gouvernement a une majorité, bon, pas maintenant au niveau fédéral, mais Mmh. enfin, dans la situation normale, le gouvernement a une majorité au sein du Parlement et le collège communal a une majorité politique au sein du conseil communal. Mmh. Et ça, c'est un peu comme si on était dans une commission pour vérifier si on gardait un médicament d'une firme Mmh. pharmaceutique remboursée, et en fait que cette firme pharmaceutique avait une majorité au sein de l'organe qui Mmh. doit prendre cette décision. On ne l'accepterait pas, on n'accepterait pas même qu'ils aient un seul représentant. Mais au Mmh. niveau démocratique, on est dans un système qui est totalement celui-là. Et ça, quand on se confronte au système, on se confronte vite à cette problématique-là. Mmh. Moi, j'ai déjà signalé des délits de transparence commis par une autorité communale. J'ai signalé ça à l'ensemble d'un conseil communal. Mmh. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Le maximum de réactions que j'ai eues, c'est un accusé de réception. Il n'y a rien eu derrière. Et Mmh. ça, c'est tout à fait Ouais. inacceptable. Ouais. Ces conseillers communaux ont un rôle de contrôle de l'exécutif communal. Mmh. Quand on leur signale, document à l'appui, qu'il y a un délit commis par l'autorité qui contrôle, Mmh. ils doivent s'en saisir. Mmh. Mais la réalité est tout autre. Je précise quand même qu'il y a des conseillers communaux qui font leur job, il y a des Ouais. députés qui font leur job, mais globalement, Mmh. le système ne fonctionne pas bien à ce Mmh. niveau-là. Donc là, il y a vraiment quelque chose à repenser Mmh. plus profondément. Et il y a des solutions. Hein. J'ai entendu il n'y a pas tellement longtemps des Mmh. propositions du politologue Mine Rechamp, Mmh. je trouvais vraiment intéressant. Par exemple, Ouais. au niveau des parlements, il proposait de transformer les votes blancs et les votes nuls en un tirage au sort. Donc, Mmh. par exemple, s'il y a 20% de votes blancs aux élections, eh bien, on tire au Mmh. sort 20% des députés. Ouais. Ça veut dire que toutes ces personnes tirées au sort, Mmh. elles sont hors jeu du système particratique Bien et sûr. tout ça. Donc, Mmh. ça apporte une fraîcheur, je pense, Mmh. dans les institutions. En plus, ça ne nécessite pas de changement vraiment extrêmement profond. Donc, Mmh. je pense que ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant de le faire au niveau communal aussi.
euh, Mmh. pour sortir de ce jeu politique, de cette particratie Ouais. qui est, bon, je pense que la particratie, c'est parfois compliqué à Mmh. percevoir pour les gens, mais ça a des répercussions extrêmement concrètes. Mmh. Et donc, c'est très néfaste pour la démocratie. Oui. Ah là, je te rejoins à 100 là-dessus, je pense aussi souvent qu'on a des institutions qui, en soi, ne sont pas mauvaises, parce qu'elles sont réfléchies depuis longtemps, les parlements et cetera. Mais, bah, enfin, l'ensemble de nos institutions, mais c'est vraiment la particratie, le fonctionnement sous forme de parti qui vient, créer des problèmes dans ces structures-là, en fait, qui vient finalement leur enlever leur pouvoir parce que tout se décide au sein des partis, finalement, qui eux ne sont pas des institutions qui font partie de la démocratie en tant que telle, quoi. Oui, oui, et Mmh. puis la séparation des pouvoirs, hein, entre Bien l'exécutif et sûr, le législatif, c'est quand même la base de la démocratie. évidemment, c'est ça. Mmh. Il est indéniable qu'en Belgique, et c'est pas que la Belgique, il n'y a pas de séparation entre le législatif et l'exécutif, hein. Ils sont Mmh. tous membres des mêmes partis et ils prennent leurs décisions en consultant les partis. Donc Mmh. il y a quelque chose là dans l'ADN du système démocratique qui ne fonctionne plus. Alors, probablement que ça fonctionnait avant, hein, ce n'est pas un mauvais système en soi, mais nos sociétés ont quand même évolué, les Mmh. technologies font qu'on est beaucoup mieux informés, donc il Mmh. est temps de faire évoluer aussi notre système pour poursuivre cette évolution Mmh. de la société. Mmh. Très bien. Et moi, j'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup de gens qui me contactent en disant qu'ils en ont marre, quoi, hein. Vraiment une espèce de ras-le-bol comme ça du fonctionnement politique de notre société. Est-ce que peut-être vers quoi tu les, réorienterais? J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui doivent te contacter avec le même genre de discours. Qu'est-ce que tu leur dis généralement? Moi, j'essaye, ça ne va pas régler directement leur Mmh. ras-le-bol, mais j'essaye qu'ils se confrontent à leurs Mmh. autorités publiques, qu'ils fassent Mmh. des demandes d'accès à des Mmh. documents à leur commune Mmh. sur des sujets qui les intéressent, mais vraiment qui s'impliquent Mmh. là-dedans. Ah, bon, ça va pas, le problème, ça va, ils vont pas Mmh. en avoir moins ras-le-bol, mais au Oui. moins le ras-le-bol sera sur une base peut-être plus objective. Mmh. Et globalement, je pense que c'est très dangereux ce ras-le-bol. Bien Et c'est sûr. pour ça qu'il faut agir et c'est pour ça qu'il faut vraiment Mmh. agir sur la confiance, hein. Cette Mmh. action pour plus de confiance, c'est vraiment Mmh. l'ADN de Mmh. Ouais. Cumuléo. Parce qu'en fait, le risque, c'est que le vote aille vers les extrêmes. C'est déjà plus tout à fait un risque, On le voit en Flandre, devient, ça devient une réalité, ou vers des systèmes populistes. Mmh. Je dis toujours, les populistes n'arrivent pas par leur qualité intrinsèque, elles viennent par la médiocrité des Mmh. gouvernants actuels. Je Ouais. généralise, hein, il y en a plein de Mmh. qualités, Mmh. mais il y a aussi un problème systémique un peu dont on a parlé, c'est que même s'il y a des responsables politiques de qualité, Mmh. individuellement, ils savent difficilement Mmh. agir. Donc, je pense qu'il faut faire attention à cette Mmh. problématique de ras-le-bol, parce que ça va mener à des choses. Mmh. Personnellement, je n'ai pas envie qu'on aille vers ça, Mmh. mais ça nécessite ce changement, ça nécessite, et je trouve, par exemple, on parlait de ce tirage au sort, Mmh. la communauté germanophone est celle qui avance le plus, hein, sur ces sujets-là. Au Parlement germanophone, ils ont mis en place un conseil citoyen permanent. Mmh. Et donc, je pense que aller vers ce genre de choses peut restaurer, ou va en Mmh. tout cas dans le sens de la restauration d'une certaine confiance. Donc, je Mmh. pense qu'il faut vraiment s'en saisir, qu'il faut avancer, et qu'il faut avancer maintenant rapidement sur toutes ces thématiques-là, et plus Mmh. remettre ça et avoir cette discussion qui est une discussion de fond. Il faut passer maintenant aux choses concrètes pour Mmh. justement réenchanter un petit peu la politique Mmh. Mmh. et travailler sur cette confiance. Encore une fois, Oui. c'est fondamental. Mmh. Et est-ce que tu as l'impression que les mandataires actuels, les personnes, qui font de la politique actuellement ont conscience de ce problème de confiance? Est-ce que tu vois des choses bouger au sein des partis, par exemple, pour restaurer cette confiance? Je pense qu'ils en prennent quand même conscience, hein, Ouais. confiance, Mmh. c'est un lapsus révélateur. Et voilà, et je pense qu'ils voient bien Mmh. qu'on est dans un vrai système de défiance, hein, maintenant. Mmh. C'est plus un déficit de confiance, c'est vraiment de la Mmh. défiance. Donc ils savent qu'il faut évoluer. Mmh.
je pense qu'il y a quand même une sorte de lame de fond qui pousse pour aller vers plus d'implication citoyenne, de la participation citoyenne. Maintenant, des exemples que je vois souvent, c'est de la fausse participation Mmh. citoyenne. Hein. Il y a, il y a eu plusieurs cas. Il y a eu le Parlement de la communauté française qui a Mmh. tenté quelque chose, mais Mmh. ça a été mal perçu Ouais. par les personnes au niveau communal. C'est souvent sur des sujets un peu, pour moi, qui sont trop, comme je dis souvent, caricaturants. Mais si c'est pour choisir la couleur de la balançoire du parc communal, moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. Hein. Mmh. Ouais. Voilà, je pense qu'il faut vraiment y aller. Mais je pense que là, il y a aussi un problème de confiance de la part du politique Mmh. pour faire confiance aux citoyens. Et Ouais. bon, c'est pas individuellement, c'est l'intelligence collective, quoi. Hein. Donc voilà, Ouais. ça avance, Mmh. mais je pense que ça reste extrêmement compliqué. Après, il y a des chercheurs qui vont beaucoup plus loin. Hein. Par Mmh. exemple, il y a un modèle que j'aime bien, c'est le modèle de Plucius. C'est un chercheur italien. Mmh. Ça pourrait même remplacer les parlements. Et c'est en fait c'est un système élaboré qui est basé Mmh. sur plusieurs chambres, Mmh. principalement basé sur le tirage au sort. Mmh. Et en fait, il y a plusieurs chambres, c'est pour lutter contre les conflits d'intérêts. Parce qu'il y a une chambre qui va décider de l'agenda, mais ce n'est pas elle qui va travailler sur les matières, c'est une autre chambre qui va, et puis c'est une autre chambre qui va voter. Donc ça dispatche D'accord. les décisions, donc du Mmh. coup, on a moins de risque de conflit d'intérêts. Mais ceux-là, ce sont vraiment des modèles qui pourraient en fait faire en sorte que le pouvoir législatif soit remis entre les mains Mmh. du peuple, des citoyens, ce qui est Ouais. normalement le cas en démocratie. Mmh. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, mais moi je pense qu'il faut maintenant peut-être pas aller vers tout de suite ces systèmes parce ils sont Mmh. trop importants Mmh. et on n'arrivera pas à les mettre en place, mais d'avancer progressivement vers une vraie participation Mmh. citoyenne. Je pense qu'il y a une vraie demande pour ça aussi. Ouais. Oui, ça me parle vraiment ce que tu dis, ce manque de confiance un peu réciproque aussi, puisque moi, en mettant en place des dispositifs participatifs pour des communes, je vois aussi les communes qui sont parfois assez réticentes, qui ont un petit peu peur de ce sur quoi pourrait découler, pardon, enfin, vers quoi ça pourrait aller, quoi, de la participation citoyenne. En fait, ils ont un petit peu peur du résultat de tout ça. Et donc, effectivement, le manque de confiance, il va des deux côtés. C'est très, très flagrant, quoi. Mmh. Ouais. Mais je trouve que quand on donne une responsabilité aux gens, ils Mmh. prennent ça avec sérieux. Ah oui, Euh, tout à fait. Donc, Ah je pense que globalement, ça fonctionne bien. J'ai oui. l'impression qu'en se basant sur l'intelligence collective, Mmh. on arrive à des décisions qui sont Mmh. probablement même meilleures que celles qui sont prises. Mmh. Donc, moi, je trouve qu'il y a peu de risques d'y aller, de Mmh. tester au moins ce Ouais. système-là. Mmh. Peut-être pas changer tout notre système et remettre à plat, mais au moins commencer par tester et voir Mmh. si ça aboutit à des choses positives. Et vraiment, je trouve que l'initiative de la communauté germanophone est vraiment Mmh. intéressante à suivre de près, quoi. Ouais. Mmh. Eh bien, Christophe, un tout grand merci. C'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Est-ce que tu peux juste répéter le nom du chercheur italien, avec les différentes chambres là? Alors, c'est Bourricius. Bourricius. OK. Je vais, Bourricius. je vais Oui. je mettrai un lien ou quoi vers en dessous vers un article ou quelque chose, Oui, on trouve malheureusement pas beaucoup d'informations. Il faudrait peut-être regarder d'accord. en italien, OK. Mmh. mais notamment David Van Reybrouck le décrit très bien dans son livre Contre les OK. élections. Mmh. Là, D'accord. si les gens s'intéressent, je pense que c'est une bonne référence. Ouais. Il fait réfléchir. C'est un livre qui fait réfléchir sur Mmh. le système. Donc, très Oui, tout à intéressant à fait. lire. Je mettrai le lien aussi vers le livre de Van Riebeeck, ouais. Oui, Eh bien, bonne idée. Christophe, un tout grand merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je Donc, t'en prie, un plaisir. voilà, moi je mettrai le lien vers Cumuleo et donc tout le monde peut aller voir, tout le monde peut aller, regarder un petit peu les mandats de leurs mandataires politiques. C'est très, très simple, hein, Ouais, ouais. oui. Mmh. Et maintenant, il y a les rémunérations aussi Mmh. qui sont présentes. Donc, Mmh. les gens peuvent vraiment pour voir la réalité Ouais. des choses et baser leur analyse sur la réalité, Mmh. consulter par exemple leurs mandataires locaux. Ouais. C'est toujours Mmh. intéressant. Ouais. Eh bien, un tout grand merci. Je veux dire aussi merci à tous ceux qui ont suivi ce lockdown calling. Voilà, on peut se dire au revoir après, que j'ai coupé l'enregistrement, mais donc encore un tout grand merci Christophe. Merci à vous. Mmh.